Avec vous pour le 10h midi, très heureuse de vous retrouver pour les débats d'actualité avec un petit peu les mêmes sujets, comme le disait Sophie de Menton en arrivant. Et oui, Sophie de Menton est là pour la nouvelle année. Très bonne année. C'est un teasing, ça. Hein. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis, bonjour. On vous retrouve également le lundi matin dans la matinale de Patrick Roger et Cécile Dominibus. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Bonjour, toujours pas 5 500 € dans votre think tank. Même à la nouvelle année, oui, les vœux n'ont pas été exaucés. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur. Bonjour à vous année. Et très bonne année à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio. Ce matin, semaine décisive pour la réforme des retraites. Et oui, qui va céder la réforme des retraites? Un régime universel, mais qui l'est de moins en moins, puisque chaque corporation réussit à négocier un petit quelque chose en plus. On va en parler. Et puis, on va reparler de ces attaques au couteau. L'État impuissant, que faudrait-il faire? On en parle avec vous. 0826 300 300. On va commencer avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Je peux juste commencer avec l'image du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu ces images à la télévision qui rejoignaient donc l'Élysée depuis la place Beauvau et avec Muriel Pénicaud poussée par Sophie Cluzel. Muriel Pénicaud qui s'est cassé le pied, ce n'est pas drôle, hein, on compatit vraiment. À l'Élysée en plus. Et, donc dans un fauteuil roulant, mais alors moi ce qui me sidère, c'est poussé par la ministre des personnes handicapées. Je pense que le clin d'œil est volontaire. Je le trouve pas de très bon goût, non? Très mauvais goût. Ça ne peut pas être volontaire. Vous pensez qu'ils sont assez Il y a beaucoup de choses très volontaires chez eux. Oui. Non, il y avait un message, mais pas involontaire. Subliminal. Faut pousser quelqu'un. Non, mais enfin la ministre des handicapés pour pousser une handicapée, enfin franchement. C'est des étiquettes, c'est le gouvernement des étiquettes. Ça aurait pu être la ministre de la Santé, tant qu'à faire. Non, en même temps, Valérie, on va commencer avec bienveillance. Oui, commençons avec bienveillance. Vous avez un coup de cœur? Alors moi j'ai un appel. Ah, allez-y, l'appel de Sophie. L'appel parce que je reviens avec mon vélo. J'étais partie, je me dis les choses ont un peu évolué. Non, pas du tout, on retombe au même niveau. Et je voudrais faire un appel pour la sécurité de tous ceux qui sont en deux roues. Ça devient fou. Et par exemple, ce matin encore, j'étais avec un vélo devant moi qui avait des iPods, qui avait les oreilles bouchées. J'ai klaxonné, ça sert à rien. Je pense que là, moi qui suis contre les PV, qui déteste effectivement les contrôles, etc., il faut que maintenant, on interdise d'écouter de la musique à vélo avec des écouteurs. Déjà interdit, mais tout le monde s'en fiche. Il n'y a aucun contrôle des vélos. Aucun. Et là, il y a 30% d'accidents en plus. C'est devenu dingue. On est doublé par des vélos électriques, par des trottinettes qui viennent en sens inverse. Et surtout, les gens n'entendent pas. Ça, c'est dramatique. Donc, alors, Anne Hidalgo, c'est un appel, au lieu de mettre indéfiniment des voies de vélo, qu'on contrôle un peu les cyclistes, parce qu'elle est responsable indirectement de ne pas contrôler. Voilà. Matteo. Alors je reste sur Anne Hidalgo parce que mon coup de cœur, c'est pas pour Anne Hidalgo. Non, j'imagine. Mais c'est pour le fait qu'elle a été contrainte à relancer, à accepter la campagne de communication. Alors rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors il y a Alliance Vita qui a fait une campagne de publicité dans le métro, dans les gares, l'affiche des abribus, etc. Les gares pour sensibiliser sur le fait. Il faut un vrai père, une vraie mère. Sur le rôle du père et de la mère, disons, c'est un peu plus large, disons, mais pour faire simple, disons que c'est pour rappeler que le père et la mère ont un rôle à jouer, et c'est pas si on les appelle parents d'eux qu'on résout tous les problèmes, mais voilà, il y a quelque chose de plus profond. Anne Hidalgo, qui est toujours très clivante, très orientée à gauche, très orientée LGBT+, ne veut pas laisser parler une partie de la société. Donc, elle a été obligée par le tribunal en référé de réaccepter, de redémarrer cette campagne. Elle avait vraiment autre chose à faire qu'interdire une campagne qui d'ailleurs était très, très douce. Enfin, c'était pas du discrète. Tout... Oui, mais au-delà de ça, soit on est en faveur de la liberté d'expression, soit on ne l'est pas. Donc, moi, j'aime bien tout ce que... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord sur le 90% de choses qu'Anne Hidalgo dit ou fait, ou son, pas gouvernement, mais son administration dit ou fait. Je parle en tant que Parisien, parce que moi, je ne suis pas en campagne électorale, donc je rappelle toujours. Mais j'estime qu'elle a le droit de dire et de faire tout ce qu'elle veut.
En même temps, elle doit respecter aussi ceux qui disent et pensent l'inverse d'elle. En même temps, je renvoie au papier qui était hier dans le Parisien d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Demey, qui est producteur de théâtre et d'artistes, et qui dit « Ma chère RATP, je ne t'embrasse pas ». Parce qu'il explique que pour les producteurs de théâtre, l'affichage dans le métro est quelque chose d'extrêmement important pour faire connaître des artistes inconnus. Il y a des affiches, etc. Comme plus personne ne va dans le métro, il n'y a plus de personnes dans les salles non plus. Donc cette campagne, se rendre dans les salles aussi, c'est compliqué. Pour s'y rendre aussi, c'est compliqué, absolument. Ce qui dénonce aussi, j'ai l'impression, c'est que la RATP a pris la décision de supprimer bon nombre de ces fameux encarts qu'on voit dans le métro, où il y a plusieurs affiches dans une seule qui font la promotion des spectacles de théâtre, et qu'effectivement la décision de supprimer ces encarts-là publicitaires pénalise énormément. Et on sait la raison pour laquelle ils ont voulu supprimer ces encarts ? Certainement une raison un peu financière, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que les annonceurs de théâtre sont moins rentables que d'autres annonceurs de boissons gazeuses ou de téléphone. Toujours est-il effectivement que cette campagne, sur ordre la campagne à laquelle vous faites allusion, donc on aura le droit de. Mais est-ce qu'on a le droit à des affiches politiques ? C'était la question. C'était ça. C'est pas politique. C'est pas politique. C'est un mouvement. Non, c'est sociétal. Écoutez, alors pourquoi accepter je ne sais pas quelle autre formation. Il y a des règles et il y a des cahiers des charges, notamment pour l'affichage dans le métro, comme dans les abribus, chez Clear Channel ou chez Jean-Jacques Decaux. On considère qu'il faut que les campagnes soient des campagnes publicitaires, soit des campagnes d'intérêt général. Et une campagne d'intérêt général, elle doit être portée par un organisme qui a une vocation d'intérêt général. C'est toute la question qui était posée par cette campagne, mais le tribunal administratif a très bien répondu et a répondu. Mais la question, elle se pose, et elle se posera de manière récurrente. Moi, derrière ça, il y a deux questions. C'est est-ce qu'on partage l'opinion qui est établie sur les murs de Paris par cette campagne ? Strictement, moi, personnel, c'est non, mais il faut quand même le dire. On a le droit de le dire. Et deuxièmement, qui finance cette campagne ? Et là, moi, j'ai pas très bien compris qui la finance. Et qui finance les autres campagnes. Voilà. Et qui finance les autres campagnes. Il y a des associations qui ont des subventions et qui ont pignon sur rue et qui font des campagnes d'intérêt général. Il faut savoir qui ont pignon sur rue parce qu'ils touchent de l'argent public. Alliance Vita, celle qui a financé. Attribué par des organismes élus par le peuple. Sauf que le peuple n'est pas obligé de penser seulement dans un sens. Le peuple y vote et ensuite il a des représentants qui attribuent des subventions. Il n'est pas obligé de penser seulement dans un sens, ou je me trompe pas. Si l'administration en place. Il y a des élections en mars. Très bien. Sauf que ça ne s'arrête pas. La démocratie continue aussi après les élections. Avec un conseil de représentants. Je vais défendre la RATP. Justement. Sauf que si vous n'êtes pas d'accord avec les opinions qui sont exprimées par une partie de la population, vous êtes là pour les censurer directement. Parce que si vous faites comme ça, vous les censurez. Je voudrais quand même. Moi, je vote. Défendre la RATP, une fois n'est pas coutume, qui donne assez facilement, qui fait des prix assez très faibles pour les associations et pour toutes les campagnes d'intérêt général. Ils le font, donc ça veut dire quand même qu'on a accès, c'est énorme d'avoir accès aux affiches du métro. Ils avaient censuré aussi les chrétiens d'Orient. Allez, on va passer au tour. Et moi, je voudrais signaler, si Anne Hidalgo nous écoute, peut-être qu'il y a des piges radio, que les devants de la Tour Eiffel sont absolument dégueulasses. Quand vous êtes au parvis du Trocadéro, j'ai vu des touristes, j'y suis allée moi-même avec des touristes, vous avancez sur ce parvis du Trocadéro et en contrebas, vous avez des barrières dans lesquelles il y a des tonnes de détritus. Et les rats. Et les rats. Je ne comprends pas pourquoi les rats, c'est compliqué, mais les ordures, c'est pas compliqué à nettoyer. Non, Valérie, c'est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas imaginer que Anne Hidalgo, qui en plus va avoir une campagne électorale bientôt, ne fasse pas tout ce qu'elle peut pour essayer de nettoyer Paris. Donc je ne comprends pas. Je veux dire, c'est son intérêt. Elle écoute, tous les gens à la mairie lui disent tous les jours. Donc comment se fait-il qu'on n'arrive pas à nettoyer Paris ? Et je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que les Parisiens sont absolument irresponsables et dégueulasses. Nicolas, t'as un coup de cœur. Moi, je voulais commencer par un coup de cœur parce que je vois l'année 2020 plutôt en noir, mais peut-être le plus beau noir qui soit. Je vais vous parler de celui de Pierre Soulages, qui fête ses 100 ans. Et je voulais commencer par un coup de cœur sur l'exposition qui lui est consacrée, qui est un véritable hommage au Louvre, parce que c'est extrêmement symbolique. Donc Pierre Soulages, ce grand peintre du noir, qui a emprisonné la lumière dans ses peintures pour mieux nous la restituer, est exposé au Salon du Louvre. Le Salon, vous savez, c'est ce fameux lieu où au XIXe siècle on exposait les grands artistes contemporains au milieu des grandes références plus anciennes ou antiques. Et je trouve très bien que le Louvre ait poursuivi cette tradition pour mettre à l'honneur ce peintre. Je vous encourage tous à aller au musée de Rodez, qui est magnifique. Je pense que vous avez pas mal d'auditeurs par là-bas qu'il faut absolument aller voir. Et puis voilà, vraiment un hommage à un artiste contemporain, certes assez âgé, mais qui nous éclaire tous. Non, mais contemporain, parce que on peut regretter que des gens comme Pierre Soulages n'aient pas été plus tôt reconnus
au Louvre, tout comme on a beaucoup d'artistes contemporains dont on attend la fin de la carrière, voire la fin de la vie, pour les mettre en lumière ou les comparer aux grandes œuvres. Moi, je trouve ça bien. On en met beaucoup trop en lumière, moi, je trouve. Les artistes contemporains, on en met un paquet en lumière. L'art contemporain, ça nous élève, ça nous fait penser à autre chose. Soulage, oui. Ça nous élève au-dessus des problèmes de propreté de la voirie. Je pense que c'est pas mal d'aller voir Soulage, passer les détritus. Ça nous élève pas tellement, parce que quand on voit la FIAC, il y a des paquets de détritus qui sont des œuvres d'art. Mais au milieu de ça, pourquoi pas? Je veux dire, voilà. Élevons-nous en 2020. Le coup de gueule, j'imagine, d'Alexis. C'est sur l'affaire Matzneff, pour clore l'affaire, parce qu'on va parler de l'homme et l'artiste. Pour une fois, Aurore Berger a eu une très bonne tribune d'ailleurs là-dessus, en disant que ça suffit de séparer l'homme de l'artiste. Moi, j'en ai marre de voir aussi les défenseurs ou ceux qui étaient mêlés de près ou de loin avec ce pédocriminel tenter de le défendre ou de se justifier, comme Bec Bédé, comme Franz-Olivier Gisbert, etc., qui étaient là en disant vous savez, faire référence aux Grecs, c'est stupide. À l'époque, que dalle. Le Renaudot, c'était il y a quelques années. On était en 2015 ou 2013, je ne sais plus. Alors, la justification du Renaudot, elle est formidable. C'est-à-dire que c'est de dire, on l'a à peine regardé. En gros, ce qui est important, c'est le Renaudot roman, mais l'essai, vous savez, on l'attribue un peu comme ça. C'était vite fait comme ça. C'est le fait qu'il soit logé par la mairie de Paris, le fait qu'il ait eu droit à une bourse pour les écrivains indigents, qu'il se soit comme ça répandu dans les médias pendant des années. Heureusement, il y a des archives qui sont sorties. Heureusement, on a vu Denise Bombardier, que vous aviez invité ici, qui a été la seule voix sensée sur le plateau de Bernard Pivot à l'époque. Je crois que j'ai écrit une tribune aussi sur la chasse aux prédateurs est ouverte. J'espère que les temps ont changé, que c'est fini, cette complaisance, la façon dont on a à défendre un système, parce que ça fait système. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que je dis la chasse est ouverte. Alors, les gens disent, oh là là, la chasse aux sorcières, c'est affreux. Non, il est temps que les victimes prennent la parole et que enfin justice soit faite. Non, Sophie n'est pas d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ce personnage en particulier est tout à fait abject. D'un autre côté, depuis tout le temps. Oui, on le sait. Mais alors, on le savait. Deuxièmement, j'en peux plus des chasses aux sorcières. Mais je savais que ça ne vous plairait pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est sans arrêt. Alors, Cohn-Bendit, qu'est-ce qu'on en fait? On a ressorti des extraits de Cohn-Bendit. Allez, on enlève des plateaux. Allez, au revoir. Au revoir, Daniel. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu portée vers l'avenir. Je pense qu'on attire l'attention en permanence. Je pense qu'on devrait s'attacher beaucoup plus à tout ce qui se passe actuellement. Et je crois justement, il y a les actuels aujourd'hui dont on ne parle pas. J'aimerais que Jean-Luc Brunel soit devant un juge aussi. La souffrance des victimes, elle est actuelle. Et elle est toujours présente, quelle que soit la date où est lieu les viols et les... Il n'y a pas de pardon. Alors à ce moment-là, on n'a pas fini de nettoyer l'histoire, de regretter tout. C'est pas une question d'histoire, c'est une question de derrière Matzneff, il y a une forêt. Il va falloir s'y attaquer. Mais vous voyez, je pense que Mathéo, il y avait eu toute la polémique juste et absolument correcte vis-à-vis de l'attitude de l'Église catholique en France et ailleurs, parce qu'elle avait couvert ou elle avait détourné le regard. Et c'est encore pire parce que quand on est une institution qui essaye de, prôner la bonne parole, prêcher la bonne parole, il faut donner l'exemple. Moi, je pense que la chasse doit être ouverte, effectivement, comme le disait Alexis. D'ailleurs, je salue le travail qui fait la Parole Libérée, qui est une association qui est née après les cas du père Prénat à Lyon et qui continue à alerter sur tout un tas de situations graves, aussi dans d'autres domaines, non seulement celui de l'Église. Je suis d'accord, mais il y a une désespérance aujourd'hui sur tous les sujets. Une espèce de désespérance sur le monde politique. Et on met quoi alors? On met la poussière sous le tapis, on n'en parle pas. Vous nous direz dans un instant ce que vous en pensez. 0826 300 300 si vous voulez réagir à cette affaire Matzneff, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. À tout de suite. Sur l'affaire Matzneff, effectivement, Sophie, vous vouliez nous dire, vous avez perdu le fil de votre... Oui, non, je suis... Ce type est abject, c'est un système qui est abject, etc. Je suis juste affolée aujourd'hui par tout ce qu'on peut déterrer. Et je pense que ça désespère aussi les gens de n'avoir plus confiance dans rien. Comme le disait Nicolas Corato. On n'a plus confiance politique, tous pourris, justice, idem. L'édition, n'en parlons pas. Alors, on est un monde, c'est vrai, la nature humaine est désespérante. Elle l'a toujours été, j'ai peur que ça ne s'arrange pas vraiment demain. Et donc, oui, il faut lutter concrètement contre tout ce qui arrive. Mais curieusement, les gens ne sont pas très courageux pour défendre tout ce qui arrive à côté de chez soi ou quand on sait
etc. Ils ont la trouille, c'est pas mon problème, etc. Mais par contre, ça, ils sont tellement contents d'aller déterrer. C'est facile. Je veux dire, tout le monde a envie de jeter la pierre à... Je crois que c'est pas déterrer ou faire la comme ça sur un personnage. Je crois que les gens, maintenant, en ont ras-le-bol, en fait, de cette hypocrisie, de cet entre-soi, de ces donneurs de leçons qui n'ont plus de leçons à donner. Et je crois qu'il est temps de changer d'air. Et je finis mon article. J'y crois pas. C'est individuel. Simplement, c'est les mentalités qui changent. Et enfin, et ça fait du bien. Et il serait temps que les femmes prennent le pouvoir, que ce soit une décennie des femmes, voire le siècle des femmes. Non, j'exagère pas. Et d'en finir avec le patriarcat, parce que derrière les dérives de l'Église catholique, c'est aussi le patriarcat. Il y a un système de soumission qui est là, qui fait que la femme s'est mise dans un coin de la pièce, qui fait que les victimes ont fermé leur gueule, qu'elles n'ont pas été défendues. La soumission de la femme française, elle n'est pas non plus... Elle l'a été, elle l'est encore. Allez voir le nombre de femmes qui sont mortes l'an dernier sous le coup de leur conjoint. C'est inacceptable. Et les lois Chiappa, certes, ça avance, mais petitement et pas assez. Et il est temps qu'on aille beaucoup plus vite. Et pour ça, on peut faire des lois et on peut les appliquer. Alors, voilà, faire des lois, les appliquer. C'est tout. C'est tout. Moi, je pense que c'est la responsabilité individuelle. Vous n'en parlez pas. Plus de 140 femmes qui sont tuées l'an dernier sous le coup de leur conjoint. C'est inacceptable. On est en France, bordel. Et est-ce que vous pensez qu'une loi, malheureusement, c'est inacceptable. Je pense que moi, alors d'accord sur tout ça, sauf que la responsabilité. Non, d'accord, on est d'accord. Donc on est d'accord. La responsabilité individuelle, vous n'en parlez jamais. Il faut toujours que ça vienne des autres. Mais non, mais là, ça vient d'elle. Vanessa Springora a décidé d'elle-même de révéler. Elle a écrit un bouquin, ces choses-là. Elle peut parce qu'elle est directrice d'édition. Mais combien de victimes n'ont pas droit au chapitre? Combien de victimes n'ont pas droit à la parole? Ne sont pas traitées comme des victimes, comme des coupables. Matteo Ghisalberti. Plus ou moins, il y a un an, j'avais interviewé l'une des anciennes victimes des prêtres pédophiles qui avait 60 ans. Il a écrit un livre il y a un an chez un petit éditeur vendéen. Le livre, c'est Une croix sur mon enfance en Vendée. Et lui, il est grand-père, il est à la retraite, etc. Et il a mis des années pour pouvoir communiquer déjà, parce qu'à l'époque, dans le petit séminaire de je ne me rappelle pas quelle ville de Vendée, il était forcément sous l'emprise de certains des manipulateurs qui étaient habillés en prêtre et qui avaient des pulsions qui étaient complètement dérangé vis-à-vis des petits, parce que il y a le problème naturellement aussi de l'enfance. Bien sûr. On laisse on laisse des enfants sous le contrôle de certains. On avait vu il y a quelques jours d'ailleurs, il y a un problème aussi pour la sélection de certains entraîneurs, de certains éducateurs, parce qu'apparemment la loi n'arrête pas. Bah non. Les associations, etc., qui font un super travail, attention, mais ils ne réussissent pas à intercepter ce type de profil. Ouais. Donc on se retrouve avec des gens qui ont des précédents pour de la pédophilie ou quelque chose qui s'est relié à ça, et qu'on laisse traite les enfants, qui gère les enfants. Allez, j'aurais qu'on dise quelques mots même si ça mérite un long débat sur le Paris-Dakar en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite qui tente en ce moment de redorer son image, de faire oublier l'assassinat du journaliste Khashoggi, qui a obtenu un certain nombre d'événements sportifs, des combats de boxe, il y a eu pas mal de choses, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, je ne sais pas combien les organisateurs du Dakar ont touché, mais en tout cas il y a une offensive de l'Arabie Saoudite pour aujourd'hui faire connaître et découvrir ce pays sous un autre jour. Il y avait ce moment complètement burlesque où ils ont fait venir d'ailleurs des influenceuses d'Instagram qui sont alors en bikini sur les plages ou dans les podiums, et derrière il y a les femmes saoudiennes qui sont complètement voilées et qui les regardent. On est dans un monde qui est complètement fou, et l'argent permet de faire ça. C'est juste dingue. Il faut dire une chose, c'est que ça fait un moment que le Paris-Dakar a été complètement déconnecté du monde réel. Je me demande d'ailleurs quand est-ce qu'il a été réellement connecté. C'est-à-dire que envoyer des 4x4 conduits par des bonhommes, écraser des petits-enfants dans les villages en roulant à 150 km/h et en dépensant 20 litres de gasoil par centaines de kilomètres, c'était quand même déjà très étrange. C'est vrai que c'est un reste. Donc cet événement a toujours été un peu étrange. Il marchait de moins en moins bien, et je pense que l'Arabie Saoudite, ça a été effectivement le bon client pour faire redémarrer un événement qui se cherchait définitivement. Des photos avec des filles à moitié à poil, c'est quand même très étrange. Très bon pour les femmes. Moi, je trouve ça très étrange. Vous savez, le président de la République, pendant ses vœux, nous a dit de manière assez sibylline qu'il pensait que 2020 serait l'année de la lutte contre les forces obscures contre la nation.
ASO, c'est une société française qui est liée à un groupe de presse français qui vit aussi de subventions de l'État. C'est le Tour de France. Moi, j'imagine que les hommes politiques ont peut-être des choses à dire, non pas à interdire, puisqu'on est dans une société très libérale, mais en tout cas à conseiller. Et je trouve quand même étrange en ce moment, alors qu'on parle beaucoup de la radicalisation, beaucoup du salafisme, etc., qu'on ait une organisation très française, messieurs, dames, qui aillent se livrer à ce genre de campagne de promotion d'un régime qui n'a quand même pas fait preuve ni de sa tolérance, ni pour le foot et pour le reste, de sa bienveillance à notre égard. Et le foot, c'est tout. Enfin, moi je la défends pas, attention, parce que tu es un opposant du régime qui au passage est aussi un journaliste, c'est quelque chose d'abject. Fouetter des gens qui sont des blogueurs, etc. C'est une chose du Moyen Âge. Désolé, et je n'accepte pas. La chose que par contre, je pense qu'il faut considérer, c'est que l'Arabie Saoudite est dans une très mauvaise situation maintenant, non seulement du point de vue de son image, mais parce qu'elle est sous la menace de l'Iran, du point de vue géopolitique. Elle est encerclée pratiquement par des ennemis, donc elle doit essayer de faire tout le possible pour récupérer de l'espace aussi au niveau... etc. Et non seulement, elle est, je pense qu'à un certain niveau, il y a des gens qui commencent à penser qu'il faut s'ouvrir et qu'il faut changer un petit peu le discours. Oui, il y a cet argument qui est de dire... Attends, je peux terminer. C'est de dire que ça permet aussi d'ouvrir le pays et... non, attention, c'est pas seulement ouvrir le pays. Il y a forcément des forces au niveau de la population qui ne sont pas, ou des cercles de pouvoir à l'intérieur du pays, qui ne sont pas du tout orientés à ouvrir le pays. Et qui, à la limite, ils préfèrent maintenir leur pouvoir avec tout cette attitude médiévale. Mais là, il y a un combat de boxe qui est organisé. La bourse est de 70 millions de dollars. Et il y a eu des dîners d'organiser. Il y a eu 10 dîners pendant les fêtes d'organiser avec des chefs étoilés venus du monde entier, avec des artistes qui ont été payés pour venir faire la promotion de l'Arabie Saoudite. Je voudrais essayer. C'est la même chose qui fait le Qatar. Abu Dhabi. Alors, Sophie, je voudrais essayer. Je veux pas être, mais d'essayer de modérer un peu nos propos et de réfléchir dans toute chose le malheur est bon. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut pas faire le procès indéfiniment de l'argent, ces salauds qui ont du pognon, des chefs qui coûtent cher. Bon, ok. Ensuite, on sait que l'Arabie, c'est pas de ça dont on parle, c'est les droits de l'homme. On sait que l'Arabie Saoudite est un pays épouvantable. Est-ce que le fait qu'on attire une visibilité, le fait qu'il y ait des affiches effectivement dans les rues avec des filles ravissantes, déshabillées, alors que c'est un pays de femmes voilées. Est-ce que tout ça, on sait que tous les pays se sont libérés grâce finalement à l'économie. Est-ce que tout ça ne peut pas donner un élan réformateur à ce pays ? On ne souhaite pas tout ça, on ne souhaite pas. Non, mais c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que ça ne va pas ouvrir ? Est-ce que le Dakar va pas faire évoluer un peu les choses ? Non, je crois que c'est une campagne marketing. Derrière, vous avez des populations qui aura un effet. Ça aura un effet. Qui aura un effet. De long terme, mais enfin, à quel prix ? Très long terme. 5 fois le prix négocié avec le Pérou et l'Argentine, le prix payé par l'Arabie Saoudite. Et rappelez qu'il y a quand même 3 couples et leurs familles qui ont été assassinés il y a quelques années. La preuve, c'est qu'on le rappelle. On le rappelle, alors qu'ils étaient en excursion. Donc voilà, ça fait débat. Mais à mon avis, il faut réfléchir avant d'assassiner les gens là. Je ne sais pas s'ils ont je sais pas s'ils ont que l'Arabie Saoudite, là-dessus. De toute façon, siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Voilà. Bon. C'est gai ce matin. Voilà. Et voilà, de galettes. On se retrouve dans quelques instants et on va parler des grèves, de la réforme des retraites, semaine décisive, qui va céder, un compromis est-il possible ? Déjà dans le mot compromis, il y a promis. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Est-ce que vous soutenez toujours la grève ? Est-ce que vous soutenez la réforme des retraites ? On attend vos réactions. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui sera en pleine forme bien évidemment. Semaine décisive, c'est un petit peu des mots, vous savez, pas des mots valises mais des mots semaine décisive, la semaine de tous les dangers. Mais en tout cas, le gouvernement fait sa rentrée ce lundi avec des négociations qui vont reprendre demain. Avec cette question que je posais pendant la pub, pourquoi ça s'est arrêté pendant 15 jours ? Parce que la ministre était en vacances. Oui, mais enfin, ils pouvaient négocier, non ? C'est facile ça. Pourquoi ça s'est arrêté pendant 15 jours ? Moi, je pose la question. Les gens n'en pouvaient plus
Même les oui, mais la grève a continué. Mais la grève a continué en vacances. Non, mais la grève a continué. C'est pas les journalistes qui négocient. Les syndicats étaient là. On a un gouvernement qui joue le pourrissement de cette mobilisation, qui a tout intérêt à faire durer le conflit le plus longtemps possible, à ce que l'opinion publique se retourne. Mais si, ils n'ont aucun intérêt à ce que tout ça se termine joyeusement cette semaine. Ça va. En tout cas, s'il n'y a pas d'accord et s'ils n'arrivent pas à faire sortir la CFDT. On voit que le soutien baisse. Il est encore majoritaire, mais il baisse. Le soutien baisse parce que les gens sont fatigués, ce qu'on peut comprendre, et ils sont excédés aussi, ce qu'on peut comprendre. En revanche, il y a une donnée qui ne baisse pas, c'est le degré d'opposition à la réforme. C'est-à-dire que l'opinion publique est de soutien de moins en moins. 10 motifs de réforme. Alors, quelle réforme ? vous poserez la question aux Français. Moi, à ceux qui sont sondés, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un débat public qui est assez transparent depuis 3 semaines sur le sujet. Il y a beaucoup d'arguments sur la table, ceux du gouvernement, ceux des opposants. Et pour l'instant, l'opinion publique est contre la réforme qui est proposée par le gouvernement, qui est dans le rapport de Levoy. On va voir, le projet sera présenté le 24 janvier. C'est ça. On y verra de manière plus transparente, encore plus claire. Mais qui n'est pas sorti de l'ambiguïté? C'est le gouvernement. Qui n'a pas rendu transparent sa réforme? C'est le gouvernement. Qui ne donne pas les chiffres et les simulations qu'on attend des gouvernements? C'est le gouvernement. Sur la simulation, en Belgique, le gouvernement sort son simulateur. Une semaine après, la réforme est enterrée. Ce que fait les Français, le gouvernement français, il ne sort pas de simulateur, il reste dans l'ambiguïté, il veut passer en douce. Il veut passer simplement dans l'entourloupe, faire en sorte que cette réforme, elle n'est pas expliquée volontairement. Parce que derrière, c'est le pourrissement, parce que derrière, on vous dit, mais vous êtes contre quoi? Puisque cette réforme, elle n'est pas encore sur la table. Elle est bien sûr sur la table. On ne veut pas le dire. C'est comme quand Bruno Le Maire, main sur le cœur, dit que BlackRock n'a rien à voir avec le système de retraite. C'est du mensonge. Mais c'est vous c'est un fonds d'investissement dont les produits sont gérés pour les fonds de pension étrangers. D'ailleurs, Jean-François Cirelli ne s'en cachait pas au micro des Échos et sur les différents plateaux où il était là pour dire qu'il fallait faire de la pédagogie pour les Français. C'est un sujet économique, faut rentrer dans les détails. C'est un vrai sujet économique, c'est une vraie arnaque. Il parlait d'éduquer les Français à se faire davantage arnaquer. Écoutez, c'est très simple. On oublie dans ce système de fonds de pension. Est-ce qu'on peut parler? Laissez-le terminer. On oublie dans ce système de retraite géré par les fonds. Non, mais parce que c'est important qu'il y ait eu la crise de 2008, qu'il y a des pans entiers de la société américaine qui ont perdu leur pension justement à cause de cette crise des produits financiers. Et là, on est en train de refaire les mêmes erreurs et on voudrait que la France, qui a suivi la crise de 2008 et qui a su justement faire tapis, amortir grâce à son système de solidarité, que ce système-là soit détricoté et qu'on achète des produits financiers toxiques. Alors, est-ce que je peux répondre? Suffit. Avec le même temps. Allez-y, Sophie. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir combien vous êtes payé, Sophie. Nos intervenants ne sont pas payés. Non, sur Sud Radio, nos intervenants ne sont pas de problème, qu'il n'y a pas de problème de fin de mois et qu'il y a une opinion qui ne favorise que les gens friqués. C'est pas totalement vrai, Myriam. C'est même pas vrai du tout. En tout cas, je dis, nos intervenants ne sont pas payés. Ils viennent. Voilà. On est toujours friqué par rapport à quelqu'un. Je me sens pas friqué. Voilà. Bon, alors maintenant, je voudrais dire une chose. Premièrement, est-ce qu'on peut remettre les choses à leur place? Oui, cette réforme par Delvoye a été mal expliquée. On a négocié bêtement en étouffant les choses. Je suis d'accord. Maintenant, aujourd'hui, la réalité, c'est que les sondages, d'abord, interrogent des gens qui pensent tous à eux-mêmes. Oui, il y a 10 catégories, les professions libérales, les agriculteurs, etc., qui pensent à eux-mêmes, mais l'hôpital, c'est même pas les retraites auxquelles ils pensaient, la gestion de l'hôpital. Donc on est dans un système qui est extrêmement confus en ce moment et c'est difficile. Demandez aux gens s'ils soutiennent cette retraite, ils se soutiennent eux-mêmes. Il y a en France, c'est les grèves les plus égoïstes que j'ai jamais vues. Tout ce qu'il faut voir, c'est que le seul pouvoir qu'il y ait de nuisance, c'est la SNCF, le service public. Non, je finis, je ne vous ai pas tout repris. Allez-y, puis après on fera tourner la parole un petit peu. Les seuls qui ne subissent rien, c'est le public. Ceux qui raquent, c'est le privé. Je veux dire que le service public, la pénibilité, il n'y en a pas dans le service public. Pas compliqué. Et non, on est en train de faire arrêtez de dire des choses pareilles. Vous dites ça aux policiers? Il n'y en a pas. Le travail de policier, c'est pas pénible. Les infirmières, c'est pris en compte. Dans tout ce qui est dans les primes. Arrêtez de dire des trucs pareils. Il y a de la pénibilité dans le public. Elle n'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils réclament ça. Le privé, on a 2 fois plus que le public. Mais il y a de la pénibilité. Et donc, il y a, quant à dire l'opinion des gens par rapport à cette grève, c'est-à-dire que de toute façon, on est à un stade où effectivement, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et j'aimerais savoir, le gouvernement que vous accusez de tous les maux, vous avez le droit. J'aimerais savoir l'intérêt qu'il a
à se mettre la France entière pour faire passer une réforme. Pour récupérer du fric. Mais pour récupérer du fric. Mais pour le bien récupérer de l'argent, tout simplement. Valérie, pour le bien de la France. Mais prenez le cas des avocats. Moi, j'ai écouté. Pour les financer, les retraites. Oui, mais excusez-nous. On a un gouvernement qui peut financer les retraites. Excusez-le. Mais je prends l'exemple des avocats. J'entendais ce matin la représentante des avocats aujourd'hui qui explique que les avocats vont aujourd'hui. Je suis d'accord. Qu'il y ait autant de. Mais ils ont cotisé. D'un seul coup, on leur dit on va vous prendre votre fric. Donc il y a un moment, il y a un problème dans la méthode de la réforme. Qu'il ne le ferait pas. Bah oui, alors où est le régime universel? Parce que les pilotes ont eu ce qu'ils voulaient, puisque les enseignants ont eu. Vous voulez des négociations, dès qu'on négocie, vous dites que ça va pas, que c'est pas universel. Mais on peut pas dire qu'on veut de l'universel et après ne plus faire de l'universel. On peut négocier. On parle des BlackRock, etc. Moi, à mon avis, la réforme est morte quand déjà on a eu les révélations sur Delavoye et puis l'histoire de BlackRock, la Légion d'honneur. Enfin, c'est les choses qu'on connaît. Sur la Légion d'honneur, ça fait 35 ans. Oui, mais la Légion d'honneur, ça engage la République. Ça engage la République. De copinage. Alors il faut enlever la Légion d'honneur à la moitié des gens qui l'ont. Absolument. Alors. Ceci dit, je pense qu'il y a un problème d'amour vis-à-vis de la France et des Français. Moi, je pense qu'en ce moment, avec cette attitude de pourrissement, parce que, effectivement, comme vous le dites, pourquoi ils n'ont pas recommencé à discuter le 26 décembre? On faisait la pause pour les réunions de Noël. Oui, mais à partir du moment où il n'y a pas de trêve, on continue à négocier. Les citoyens, alors, si on voulait stopper la grève, on pouvait, à mon avis, ça c'est mon opinion personnelle, faire... Soit on continue à faire de la négociation, on montrait aux Français qu'on était au travail pour éviter ce pourrissement et pour éviter que quelqu'un prenne un otage, si on veut le dire de cette façon. C'est la chose qu'on avait dit d'ailleurs pour la SNCF et la RATP de mémoire en septembre quand ils avaient déjà fait des grèves, ou seulement la SNCF, corrigez-moi si je me trompe, mais déjà on montrait qu'on était... au travail, on était engagés. Là, les ministres, ils ont disparu. Et puis la deuxième chose, mais parlons de cette histoire de référendum. Ça ne marche pas. Vous avez l'opposition frontale des syndicats. Bon, très bien. Allons-y. Demandons à tous les Français, mais pas avec les sondages, parce que moi, j'en ai marre aussi de regarder seulement les sondages. Parce que, excusez-moi, le gouvernement, les Parisiens et les... Alors, on aurait dû changer de fois le gouvernement depuis 2 ans si on regardait les sondages. Mais le sondage, ça vous arrange quand c'est bon. C'est le principe. J'ai même pensé à une chose à l'ami d'Abi. Comparer n'est pas, comment on dit... raison. Voilà, mais j'ai vu les réformes des retraites imposées quand même un peu par l'Union européenne à l'Italie. Excusez-moi. C'est le cas en France. Et on a une classe d'actifs qui sont sous-payés encore maintenant. Les retraites sont très très basse. D'ailleurs, il y a plein d'Italiens retraités qui partent aux Canaries parce qu'ils n'ont pas d'imposition et parce qu'il fait chaud d'ailleurs. Beaucoup de Français aussi. Voilà. Non mais il faut aussi voir que si on baisse, si on renonce à quelque chose qui est très important, on voit déjà que les retraités actuels ont du mal à arriver à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fera nous ? Bien sûr. Mais personne n'a vraiment répondu à ma question. Pourquoi il n'y a pas eu de négociation entre le 20 décembre et le 16? Mais il n'y a pas eu de trêve. Il y a eu une trêve. Il n'y a pas eu de trêve de quoi? Il n'y avait plus de métro dans Paris. Il n'y avait plus de SNCF. Le pari, c'était de dire que les grèves allaient gâcher les fêtes des Français et que les Français allaient se retourner contre le mouvement. C'était ça le pari. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Et la responsabilité, elle est au gouvernement. Que le Premier ministre assassine, pardonnez-moi du mot, en direct la CFDT le 17 décembre dans son discours, le CFDT qui est le seul syndicat réformiste à peu près avec l'UNSA. Et qu'ils choisissent du coup que la CFDT rallie les radicalisés de la CGT, c'est un pari politique qui est un pari de radicalisation. Il faut dire, le gouvernement aujourd'hui a envie du rapport de force. Mais personne n'a envie de perdre la face. On a Lionel en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Après ce qu'on a vécu, autant aller jusqu'au bout. Lionel. C'est exactement ce que dit Macron. Bonjour à vous. Bonne année. Bonjour. Nerveux, tous mes voeux. Merci. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute. Écoutez, moi je partage l'avis d'un de vos chroniqueurs qui a dit que depuis l'affaire de Levoix et qui est un petit peu sorti depuis que les sénateurs refusent un peu aussi leur réforme de retraite, parce qu'après tout il y a qu'eux qui peuvent voter leur propre réforme. En fait, on se retrouve dans quelque chose d'un petit peu caduque et le terme universel n'a plus lieu d'être, parce que universel ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour tout le monde pareil.
Moi, personnellement, cette réforme, je vais vous dire un truc. Moi, je suis dans le bâtiment, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 40, peu importe, je suis dehors. Et dans cette réforme, finalement, est pris en compte la pénibilité. Dans cette réforme, il va avoir un seuil de 1 000 euros. Moi, j'ai des grands-parents qui sont agriculteurs, qui ont une retraite absolument misérable, alors qu'ils ont bossé toute leur vie comme des chiens. Il y a quand même des points positifs. Maintenant, vous mettez BlackRock un petit peu dans la balance. Vous mettez finalement tout ce qui sort un petit peu là comme conneries. Et finalement, en fait, on perd confiance. Et le problème, c'est que je pense vraiment que c'est ça que le gouvernement prend pas assez en compte. C'est le manque de confiance qu'on a en eux. Parce que finalement, de le voir avec ces 13 ou 14 jobs, ces sénateurs qui pétouillent aussi un petit peu, on se dit finalement, en fait, on est en train de se faire enfler, quoi. Et donc, vous créez une crispation. Et cette crispation, elle aide pas à avoir une vision un petit peu apaisée des choses, quoi. Maintenant, la réforme, il faut bien la faire. Est-ce qu'il faut passer par de la capitalisation? Je sais pas. Toujours est-il qu'il y a quand même de grosses avancées un petit peu positives. Il faudrait un petit peu que le débat s'apaise et qu'on... Oui, il y a de grosses avancées positives, plus personne ne s'en souvient. Bon, moi, je suis artisan, vous savez, je suis à mon compte. Donc, personnellement, ma retraite, je vais me la faire moi. Donc, c'est ce que nous disent pas mal d'auditeurs également. Oui, Mathéo, vous voulez réagir? Les 1 000 euros de base, c'est déjà bien. J'ai réfléchi en tout cas aussi sur le fait qu'il y a une attitude, je parlais d'amour vis-à-vis des Français, de certains syndicats, notamment la CGT. Il y a une contraposition vraiment face aux propositions du gouvernement, ils disent qu'ils veulent le débat, mais finalement, ils ne veulent pas débattre. Et d'ailleurs, moi, je m'interroge aussi toujours sur quelle est la position de la CGT, parce que de toute façon, la CGT, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines marchait contre l'islamophobie, etc. Donc, elle avait aussi des attitudes vis-à-vis des cas de radicalisation suspectés à l'intérieur de la RATP. C'est des choses que de toute façon rentrent dans le discours, dans les relations qu'il y a vis-à-vis du travail, des retraites et de ce qui se passe en France. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier, je pense qu'il y a aussi un problème des partis de gauche, extrême gauche, qui sont au plus bas dans leur score, qui voient les élections communales municipales qui vont arriver et qui donc sont en train d'essayer de récupérer tout ce qui est possible pour avoir des voix. Ils l'ont fait déjà avec d'autres sujets et avant c'était extension rébellion. Je veux dire. On va marquer une pause, on va y revenir et on peut parler de la CGT. Est-ce que c'est le qui tout double pour la CGT? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle joue sa survie dans ce bras de fer. On y revient, 0826 300 et on vous attend. Avec vous sur Sud Radio et on parle de la réforme des retraites, de cette semaine de négociations qui démarre demain. Le Premier ministre qui a été enjoint par le chef de l'État le 31 décembre dernier de trouver un compromis rapide avec les syndicats qui le veulent. Sauf que c'est un peu comme dans le sketch de Coluche. Eux, ils veulent, mais ils voulaient pas. Tout le monde voulait pas dans l'histoire. On a Mohamed en ligne avec nous. Bonjour. Oui, Mohamed. Bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. Bonne année, bonne santé. Très bonne année à vous aussi. Alors moi, avant, j'aimais bien Valérie Expert. C'est fini. Dites-moi. Expert. Mais Expert, c'est pas mal. Depuis que j'ai su qu'elle était bélier, femme bélier, je l'adore. On est deux, pas de chance. Vous savez quoi? On va vous révéler un grand secret aujourd'hui, c'est que Sophie et moi, on est nés le même jour. Pas de la même année, mais on est nés le même jour. Donc Valérie est beaucoup plus âgée. Voilà. On vous écoute, Mohamed. Avant de répondre à la retraite, si je peux me permettre, parce que j'ai entendu que vous avez discuté sur ce qui s'était passé avec les Juifs. Oui. D'accord. Alors maintenant, les discours, c'est quoi? C'est terroristes, islamiques, déglingués, déséquilibrés. Pour moi, c'est pareil. Ils sont tous déséquilibrés. Mais par contre, ils ont trouvé le bon filon. On va faire nos conneries au nom de l'islam. Mais l'islam n'a rien à voir là-dedans. Rien alors pourquoi ils ne le font pas au nom du bouddhisme ou au nom du taoïsme ou du catholicisme? Mais parce que le bouddhisme, c'est secret. On parle que de l'islam. L'islam, on entend parler tous les jours. Et puis après, tu as le Front National où ils en rajoutent tous les jours. Voilà. Donc, quelle est votre théorie là-dessus? Comment? Qu'est-ce que vous pensez donc? Mais en fait, moi je vous dis, vous invitez des gens du Front National, même si on République, Rassemblement National,
vous parlez de l'augmentation du pain, il vous parle de l'islamisme. Dans toutes les discussions, il vous parle de l'islamisme. Donc les gens, ils entendent ça, et puis voilà, c'est ça. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. C'est tous comment vous pouvez dire ça, puisqu'il y a ce fameux cri de ralliement moi, je veux bien, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, mais comment vous pensez que ça n'a aucun rapport, puisqu'il y a le cri au nom de Allah ou pas, voilà, et on sait personnes qui sont radicalisées. Oui. Sophie, moi je vous aime bien. Politiquement, on est à l'inverse. Mais je vous aime bien. Je vous ai entendu sur d'autres radios, j'étais exclu, je sais pas pourquoi, mais je vous aime trop bien. Politiquement, on n'a rien à voir. Mais justement, c'est ça. C'est justement les gens, comme ils mettent ça sur l'islamisme, ils pensent que c'est la religion. Ouais. Mais alors, c'est compliqué parce que Alexis. Il y a de l'opportunisme, effectivement, parce que c'est des convertis, jeunes convertis, qui n'ont pas une histoire avec l'islam. Et effectivement, ça entache une religion de ça. Mais il y a quand même un problème, c'est le fait qu'on a des radicalisés fichés S aussi, qui passent à l'action. On a des gens qui ont visiblement des problèmes psychologiques, mais ça n'excuse pas tout. Et effectivement, qu'est-ce qui fait que c'est un déclencheur ? Sans doute qu'il y a un attrait du martyr, il y a peut-être ce problème-là au sein de l'islam qui doit être réglé, encore dans les textes, le fait de dire que, parce que je vais tuer au nom d'Allah, ça me permet moi de faire des exactions, des crimes, et de passer pour un héros aux yeux de certains. Le problème est là, parce que le dérangé qui a tué les joggers, il a épargné la vie de quelqu'un qui avait su réciter une prière. Oui, donc il savait ce qu'il faisait. Donc il l'a fait aussi d'une certaine façon parce qu'il croyait là être lui un martyr, un soldat du djihad. Alors moi j'ai une autre chose à ajouter, c'est que je me demande s'il n'y a pas un recrutement, parce qu'il y a énormément de déséquilibrés mentaux qui font ces crimes, et je me demande s'il n'y a pas quand même un recrutement, et si il y a des gens qui ne jouent pas, des gens qui sont plus fragiles, qui ne jouent pas, et qu'on n'est pas en train de se servir des déséquilibrés mentaux, certains qui sont manipulés. C'est vieux comme le monde. Ravaillac a assassiné Henri IV. À l'époque, on a dit que c'était un prêtre complètement dément qui avait été manipulé. Donc effectivement, qu'il y ait une manipulation, ça on le sait. Ce qui change quand même. La question, c'est la manipulation, c'est pas le manipuler. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui se réfèrent à l'islam et qui, de par le monde, lancent des appels à la haine, lancent des appels au meurtre, et qu'on ne connaît pas la même chose dans les autres grandes religions du livre. Pas des organisations catholiques, des organisations juives, des organisations protestantes. Ça a bien à voir avec cette religion. Il y a bien un lien avec la religion. Après, que ce lien avec la religion se fasse auprès de gens qui sont manifestement illuminés, faciles à endoctriner, faciles à convertir à une forme de radicalisme, ça on le sait, et on sait qu'aussi ça pose un problème à la psychiatrie en France, notamment dans la pénitentiaire. Enfin, on sait que la problématique du traitement de ces populations est très compliquée, et qu'aujourd'hui on ne sait pas le faire. Il faut dire les choses comme ça. La pénitentiaire aujourd'hui en France reconnaît qu'elle ne sait pas traiter ces détenus-là. Et donc effectivement, il y a un problème de traitement psychiatrique de la radicalisation. D'une manière générale. Mais ça ne coupe pas le lien politique entre la religion et l'acte. Ils n'étaient pas en prison, ces gens, ces trois personnes dont on parle n'étaient pas en prison. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de gestion de la psychiatrie en France en général, et en particulier des malades qui sont dangereux en dehors même de la radicalisation. Pour la radicalisation, on a un double problème, c'est que ces gens-là, on ne sait pas les appréhender et on ne sait pas les soigner dans les hôpitaux psychiatriques. Je ne veux pas faire d'amalgame douteux, mais c'est la même chose, c'est le même problème qu'on a eu il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années avec les pédophiles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas traiter cette problématique de manière psychiatrique. Je pense que, alors, ce que disait Mohamed, n'est-ce pas, c'est son prénom, était très intéressant, parce que effectivement, il soulève le problème de l'amalgame, qui est effectivement très proche souvent. Mais moi, je suis toujours prêt à rappeler qu'il y a pratiquement la totalité des musulmans des nationalités françaises qui sont absolument... Ils n'ont rien à voir avec, même pas une sympathie vis-à-vis de ce type de discours. Le problème, c'est que... Confère l'enquête... de l'Institut Montaigne. Encore une fois, les sondages. La charia. C'est important. C'est pas un sondage. D'abord, musulmans avant d'être français, déjà. D'accord. Pas ce qu'il dit. Pardon, mais cette étude de l'Institut Montaigne, enfin, on peut je en parler pense pendant 2 heures. Je pense que si les pouvoirs publics, je reformule, si les pouvoirs publics prenaient effectivement en compte le danger qui est représenté par les radicaliseurs, ceux qui radicalisent les plus faibles, les responsables, quoi. Voilà. Et
la gestion de ce type de pathologie aussi, parce que on peut pas arriver à des situations comme celle de Sarah Halimi où on juge pas une personne parce que d'ailleurs il avait fumé plein de pétards et qui sont tolérés dans une partie de la classe politique, et maintenant il a tué une personne d'ailleurs au passage pour un acte antisémite, et maintenant qu'est-ce qu'on dit, quel signal on donne? Alors moi je pense que les pouvoirs publics devraient prendre en compte effectivement le problème, ne pas se cacher derrière un doigt. Mais alors comment? Déjà dire que, enfin excusez-moi, mais quand il y a eu les derniers faits, oui. Avant de parler déjà de l'exclamation qu'ils ont prononcée, du fait qu'il y avait plein des éléments qui ramenaient... Au contraire, je trouve qu'ils n'en parlent pas tout de suite. Ils disent immédiatement que c'est à déséquilibrer. Oui. Je pense que les pouvoirs publics français... C'est pas bien. Non, mais d'accord, donc vous voulez qu'on le dise tout de suite? Pour moi, oui. Bah oui, mais alors après, on dira qu'ils ont une accusation trop rapide. Les musulmans seront furieux. Excusez-moi, sur les réseaux sociaux, après, dès qu'on dit quelque chose vis-à-vis d'une allégeance, quelque chose d'islamique, pas d'islam, des fachos tout de suite. On parle du prix du pain et le Rassemblement national s'attaque, etc. Il y a plein de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux qui ne sont pas nécessairement du Rassemblement national, qui disent oui, mais quand même, appelons un chat un chat. Ce qui m'affole, c'est pas tellement la parole, c'est le manque d'actes. En l'occurrence, c'est vrai, on ne sait pas traiter. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas on met immédiatement en jeu des prisons qui sont psychiatriques avec on a quand même peur aussi d'aborder le sujet de l'islamisme. On parle du problème de l'islamisme, c'est pas la psychiatrie le problème. Le problème, c'est l'islamisme. Oui, mais le problème de la psychiatrie, c'est pas traité en prison est très grave. Oui, mais c'est pas le problème aujourd'hui. Cette femme, une femme intégralement voilée, porteuse d'un couteau, interpellée garde d'Austerlitz hier. Moi, la question que je pose, c'est comment une femme intégralement voilée peut-être garde d'Austerlitz. Elle a été interpellée en tout cas. Oui, mais elle n'a pas le droit de circuler théoriquement. Elle a été interpellée parce qu'un citoyen... Elle a été interpellée parce qu'elle était voilée. Ou avec le... Elle était intégralement voilée. C'est pour ça qu'elle a été interpellée. En niqab, donc intégralement voilée. Oui, on peut faire de l'humour si vous voulez, mais elle a été interpellée avec un couteau. Dès qu'on dit quelque chose de... excusez-nous... Je ne sais pas si vous avez écouté Marie Cabrette, donc, qui fait partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Elle a publié « Qui veut tuer la laïcité ?» Le livre est glaçant parce qu'elle répertorie depuis 30 ans tous les manquements, tous les dénis, mais tous le peu de courage. Pour des choix politiques. Parce qu'il y a des élections. Parce qu'on ne veut pas perdre les voix d'une partie de la population, parce qu'on fait croire à cette partie de la population que si on vote d'une certaine façon, ils seront affranchis de toutes les règles républicaines. Désolé, c'est ça. Ouais. C'est pas. Alors, vous avez raison dans vos constats. Je trouve que c'est facile de jeter la pierre parce que, franchement, la solution aujourd'hui, elle est extrêmement difficile et complexe, extrêmement. Parce que d'abord, même au niveau des infrastructures, au niveau il faudrait changer des lois. On sait que ça prend un temps fou. On n'a pas le droit. Quand on a une majorité écrasante quand on a la majorité politique, c'est pas seulement sur quoi l'actuel. C'est quand on a des parlements avec des majorités écrasantes, comme celles qui ont eu les gouvernements des 20 dernières années. Écrasantes et majoritaires. La majorité actuelle est tout sauf écrasante. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent voter des lois assez rapidement. Le groupe LREM est un des groupes les plus importants de l'histoire de la Ve République. Oui, mais ils sont pas tous d'accord. Non, mais peut-être qu'on devrait. Enfin, je pense que notre société, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'unité, elle a besoin d'aide. Que ça commence par la prévention, la sanction, la poursuite. Ça, c'est un système policier qu'il faut revoir. Oui. Il y a aussi, il faut aider les éducateurs, il faut aider nos profs, il faut aider nos enseignants, parce que ça commence là. Et ça commence là aussi la lutte contre l'éducation à ce que je trouve sur les réseaux sociaux, les messages de haine, comment je les lis, comment je les assimile ou pas, comment je les rejette, comment je les perçois. Et je pense que nos enseignants, ils ont besoin d'aide là-dessus. Et on a besoin. Et moi, je préférerais, plutôt que de les embêter avec leur retraite, qu'on leur parle de ça justement en ce moment et de ce pacte laïque et républicain qu'il faut refonder dès l'école. Le tollé, quand on a voulu mettre un policier dans les lycées, le tollé d'éducation nationale. C'est pas la solution. Non, mais quoi qu'on fasse, c'est pas la solution. La laïcité, ça a été laissé de côté après les attentats de Charlie. Enfin, il y a tellement à faire à l'école et au-delà, parce qu'il y a un problème culturel aussi. Il n'y a pas les gamins de 11 ans qui étaient dans la rue le 31 pour brûler des bagnoles. Où sont les parents? Et maintenant, extraordinaire la solution. On a trouvé la solution géniale. On donne plus le chiffre. Les voitures brûlées, c'est n'importe quoi. Merci à tous les quatre pour cette première émission de débat de l'année, mouvementée. Et bonne année. Et bonne année à tous.